Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Mathilde Amet, il est difficile de vous enfermer dans une case tant votre parcours est riche et singulier. Initialement danseuse prodige, vous faites très jeune, à seulement 19 ans, vos débuts au cinéma. Une discipline qui vous réussit puisque vous embrassez aussitôt une carrière de comédienne qui vous mènera jusqu'à Hollywood. Vous tournez avec des réalisateurs prestigieux comme Claude Chabrol, Jacques Demy ou Werner Herzog. Une ascension fulgurante qui se traduit par des œuvres marquantes telles que Le Cri du hibou ou Le Chacal, puis plus tard par l'écriture et la mise en scène de spectacles qui sont des performances scéniques défiant les frontières du langage. Aujourd'hui, après un parcours composé de hauts et de bas, c'est sur les planches que vous vous épanouissez le plus, avec des spectacles hybrides où l'émotion passe autant par le corps que par les mots. Vous vous réinventez sans cesse, que ce soit en tant que danseuse, comédienne, metteuse en scène, auteure ou même chanteuse, démontrant une audace et une liberté qui forcent l'admiration. Votre parcours jalonné de collaborations marquantes avec Yves Montand, Patrick Bruel, Michel Blanc, Richard Gere ou encore Bruce Willis pour ne citer que, a été récompensé par de nombreuses distinctions, comme une nomination aux Victoires de la musique, le César de la meilleure révélation féminine, le prix Romy Schneider ou encore 3 Molières, dont celui de la mise en scène d'un spectacle de théâtre public. Vous êtes également officier des arts et des lettres. Vous êtes une figure incontournable du théâtre contemporain. Bonjour Mathilda. Bonjour. Alors je ne dis pas dans la présentation, mais vous avez un héritage familial d'une richesse incroyable, puisque vous avez le théâtre et la dramaturgie par votre père, Victor Haïm, et le ballet et la chorégraphie par votre mère. Est-ce qu'il y avait une voie toute tracée ou vous vous êtes sentie libre d'aller là où vous vouliez ? Je me suis pas tout de suite sentie libre, je me suis sentie plutôt, on va dire, missionnée, parce que ma mère était danseuse classique, comme vous l'avez dit, et elle a arrêté quand je suis née. À l'époque, la mère de famille s'arrêtait de travailler, et donc je crois que j'ai repris le flambeau aussi, parce que c'est un héritage, il fallait continuer le process, quoi. Je sentais que j'étais d'abord ultra connectée à la musique. Ça a été vraiment mon premier souvenir de ma vie musicale. C'était mon premier refuge, c'était l'endroit qui traduisait tout ce que je ressentais, que je n'arrivais pas à définir. Vous savez, quand on est enfant, on a des perceptions comme ça assez aiguës et on n'arrive pas toujours à comprendre ce qu'elles représentent. Et la musique était l'endroit où j'avais l'impression que se traduisaient mes émotions. Et vous le ressentiez, cet appel de la musique, cette importance de la musique dans la danse ou c'est... Oui, parce que c'était ce qui me portait, ce qui permettait de faire l'infaisable. En réalité, la danse classique est un endroit de beaucoup de douleur et de sacrifice, mais la musique me portait et c'est ce qui me permettait de m'élever au-dessus de la douleur, au-dessus de la difficulté et effectivement des contraintes. Et j'ai même fait 1 an de violon avant de faire de la danse. Voilà, j'aurais dû être musicienne en vrai. Mais finalement, votre premier langage artistique, c'est donc la danse. Et c'est pas un parcours forcément facile. D'ailleurs, vous êtes très doué, mais 3 fois, vous échouez au concours de l'opéra. Comment si jeune? Vous avez à peine 11 ans. À l'Opéra de Paris, on peut se présenter entre 9 et 11. J'ai échoué les 3 fois. Je me souviens encore la déception et la blessure que ça avait représenté à l'époque. J'étais vraiment, dévastée. J'ai pleuré, je me souviens encore, et quand je passe derrière l'opéra, je me souviens de cet endroit où les résultats étaient affichés et mon nom qui n'apparaît pas. Et c'était vraiment un drame qui m'a longtemps marqué. Et puis après, heureusement, j'ai été reçue au Conservatoire national de Paris, dont je suis sortie avec un premier prix, donc cette blessure s'est réparée. Mais finalement, vous ressentez un certain ennui ou une frustration dans cette danse classique, c'est pas facile. J'ai mon premier prix de conservatoire, je vais faire un stage au New York City Ballet à New York, donc j'ai un super niveau. Et puis je rentre en France et là je me retrouve sans travail et je finis par accepter. Je suis remplaçante dans une pauvre compagnie à Roubaix. Enfin, c'est vraiment dur. Et c'est pas juste en plus, parce que je vois des filles qui ont des rôles et qui sont... techniquement, on peut évaluer où on en est. C'est assez clair quand même. Et puis après, je me retrouve effectivement figurante dans un opéra. Et je me dis, mais c'est pas fait tout ça pour ça, en fait. Donc je suis hyper mal. Et c'est à ce moment-là qu'un
agent de cinéma connu à l'époque, qui s'appelle Myriam Bru, m'avait repéré déjà quand j'étais toute petite et elle m'appelle pour un casting et je le passe et ça marche. Un casting pas tout à fait sur mesure. Pas du tout. Elle m'appelait régulièrement. Je crois que j'ai même fait des essais pour la Boom à l'époque. Enfin, mais j'étais dans ma carrière, enfin dans mon objectif, on va dire, de danseuse et j'imaginais pas faire autre chose. Il paraît que j'ai refusé pas mal de trucs. Et là, elle me dit, il cherche une blonde qui parle anglais. Donc évidemment, je suis ni blonde et à l'époque, je parle pas un mot d'anglais. Et je me dis bon, elle les a tellement obligés à me rencontrer, je peux pas lui faire ça. J'y vais, j'apprends mon texte en phonétique en anglais. Et ça marche. Et elle me dit, je le savais. Ça faisait des années qu'on la croyait folle dans la famille, puisqu'elle était sûre que j'allais un jour faire du cinéma. Et voilà comment ça a commencé, en tout cas, au cinéma. Ces premiers pas après la danse, comment vous vivez le cinéma? Alors là, c'est vraiment une découverte. D'abord, je rencontre des gens qui parlent. Je vivais dans un monde de silence et de peur. Il y a une grande sévérité, il y a une tradition dans l'enseignement de dureté et de sévérité. Et donc, j'ai passé quand même toute une grande partie de mon enfance à ne pas parler et à prendre sur moi, à danser parfois en pleurant sur certains exercices parce qu'on se faisait quand même régulièrement humilier. Et là, tout à coup, j'entre dans un monde où les gens parlent, discutent et vont jusqu'à dire « ça, je le sens pas, je préférerais le faire comme ça ». Et là, pour moi, c'est une espèce de... Je suis choquée, je me dis « mais comment on ose trouver à redire, quoi ?» Le metteur en scène a demandé ça et il y a des gens qui se permettent, quoi, de dire non ». Et puis aussi, je découvre que j'ai été quand même, d'une certaine manière, formée à la difficulté à un tel niveau que rien ne me paraît difficile. Et quand je vois les comédiens qui sont dans des difficultés, ah oui, mais alors là, je dois poser le verre et parler en même temps, c'est chaud. Et je me dis, mince, il faudrait vraiment qu'ils prennent un cours de danse parce que c'est pas si dur, quoi. Ne pas être contraint de faire ces exercices tous les jours, déjà, c'est une révolution. Et puis, parler. Voilà, je rencontre Michel Blanc, avec qui on se lie d'amitié. Des gens qui parlent, des gens très différents. Carole Bouquet, Harvey Keitel, sur ce premier tournage. Enfin, c'était très impressionnant. Donc vous vous sentez libérée et vous oubliez la danse? Pas vraiment. D'abord, je me dis, c'est fou, c'est la première fois de ma vie que je m'arrête aussi longtemps. Je m'arrête pendant 3 mois de danser, ce qui m'était jamais arrivé. Pour que je retrouve mon niveau, il va falloir que vraiment, ça va être très dur. Et j'ai pas très envie. Une porte s'est ouverte vers quelque chose de très joyeux et de gratifiant. On me fait des compliments. Pour la première fois de ma vie, j'entends c'était bien. En danse, vous aviez pas ça? J'avais jamais ça. Pour la confiance en vous, l'image que vous aviez de vous, ça évolue à ce moment-là? Oui, disons que ça me répare parce qu'elle était un peu endommagée quand même. Cette éducation parallèle de la discipline de la danse classique fait aussi des dégâts, sur le plan narcissique notamment. Donc là, c'est vrai que ça me répare un petit peu sur ce plan-là. Et puis, je vois des regards aimants. Donc ça me fait énormément de bien. Et puis des rencontres très différentes. John Borman qui produisait le film. Une expérience signifiante et clé. À vos débuts, donc vous êtes toute jeune, vous venez d'un milieu très strict où on dit pas non. Vous êtes célèbre, c'est une forme d'ascension sociale. Vous êtes issu de parents immigrés, donc est-ce qu'il y a une forme de reconnaissance? J'ai du mal à dire non, ça m'a pris des années de thérapie pour arriver vraiment à affirmer ce non qui est en réalité la prise de conscience de son espace, où tout n'est pas permis. Heureusement, j'ai eu une bonne étoile. Malgré tout, ça aurait pu être pire. J'aurais pu être entraînée dans des sphères bien plus dangereuses pour moi. Parce qu'effectivement, j'étais d'une naïveté confondante. Non seulement je venais d'un milieu où la communication entre les parents et les enfants n'était pas celle qu'elle était aujourd'hui. Et il y avait aussi cet endroit très fermé qui était la danse classique qui me mettait d'une certaine manière un peu à l'abri du monde. Et j'avais aucune connaissance de ce qui se passait à l'extérieur de ces heures de cours de danse. Et donc, je me retrouve parachutée comme ça sur un premier tournage, sans aucune idée de ce que ça représente. Ça aurait pu être plus dangereux. J'ai un producteur, par exemple, qui décide que mon nom, ce serait bien de le changer, et tout le monde est d'accord. Donc je passe de Mathilde Haïm à Mathilde Amet sans autre questionnement. On vous demande pas votre avis? On me demande pas mon avis. Et vous le vivez comment? Je me trouve tellement chanceuse d'avoir été choisie que je me dis que surtout, il faut pas faire de vagues.
Et puis, je suis encore au stade où dire non est inconcevable. Ça m'a posé quelques soucis. Par exemple, Michel Blanc écrit pour moi le film Marche à l'ombre, qui est formidable, avec un rôle de danseuse. Et je suis choisie pour un autre film américain qui s'appelle Life Force, qui est un film un peu culte dans le monde de la SF, de la science-fiction. Et ça ne me vient pas à l'idée de dire non. Et ça, c'est un regret que j'ai eu et que j'ai toujours de pas avoir fait ce film qui était écrit pour moi, sur mesure. J'aurais eu au moins des images de moi en tant que danseuse, ce que je n'ai pas. Vous n'avez pas d'image de vous en tant Non. que danseuse. Donc, vous êtes très rapidement célèbre, en haut de l'affiche, etc. Pas si rapidement. Quand même, il y a 5-6 ans, je tourne et j'apprends. Et je fais même des téléfilms à l'époque, ce qui n'était pas du tout prestigieux. La télé, à l'époque, il y a 40 ans, c'était un peu bas de gamme. Je me disais, tant mieux, je fais un métier, non seulement j'apprends, mais je suis payée pour. Je trouve ça génial. Et j'étais pas connue pendant 5-6 ans, voilà. Et puis après, il y a eu Chabrol. Arrive la célébrité, est-ce que c'est difficile à gérer? Parce que je suppose que tout change autour de soi et vous êtes toujours relativement jeune. Ce qui change le plus pour moi, c'est que, étant une ancienne timide quasi mutique, j'observais énormément et l'observation pour moi était une clé de compréhension du monde, une clé d'entrée vers les autres. Mais le jour où je suis devenue un peu connue, je ne pouvais plus observer les gens parce que les gens m'observaient. Et donc, je trouvais très compliqué de faire des rencontres dans la mesure où les gens avaient déjà une idée préconçue. La moitié du chemin leur semblait être fait. Il faut aller contre les idées préconçues pour se présenter tel qu'on est vraiment. Enfin, c'est tout un cheminement ensuite d'aller vers les autres. Et c'est ça, parce que vous êtes vue comme l'actrice jolie de l'époque, à tel point qu'on vous impose des scènes nues qui sont pas forcément justifiées par moment. Comment on vit tout ça ? C'est vrai que la nudité, elle était systématique et dans tout type de film, il y avait toujours à un moment donné une scène où je me retrouvais à poil. Mais encore une fois, j'avais cette discipline de la danse classique qui faisait que je ne pouvais pas questionner ces impératifs. Alors évidemment, je dis pas que je le vivais bien, mais remettre en question, discuter, était inconcevable pour moi. Ça aurait pu plus mal tourner. J'aurais pu me retrouver dans des films. J'ai été relativement préservée sur la question du traitement. Même si j'ai été pas très bien traitée sur le plan psychologique, pas très bien considérée, ça, mais il n'y a pas eu de harcèlement sexuel ni de violence. Qui peuvent exister dans ce domaine-là. Oui. Vous avez soutenu récemment Judith Godrèche dans Bien ce combat-là, sûr. et vous avez senti qu'effectivement cet univers existait dans le cinéma. Le sentiment d'être pas grand-chose, ça je l'ai senti toute ma jeunesse. Le sentiment de ne pas avoir mon mot à dire, et surtout le manque de curiosité sur ce que je pouvais avoir à dire éventuellement, sur mon avis sur les choses, mon avis sur un personnage, mon avis sur la façon dont s'habille un personnage. Et encore aujourd'hui, je remarque que, voilà, quand je tourne, on se décide sur la façon dont ce personnage devrait être habillé avant de me demander ce que j'en pense. J'ai un avis en tant que comédienne. Puis il y a eu des violences psychologiques malgré tout, de prise de pouvoir. Peut-être parce que aussi j'ai tourné pas mal avec des metteurs en scène d'une génération ancienne. Et moi, en jeune et jolie, je pense qu'à l'époque, ces hommes-là avaient un rapport au féminin qui est celui qu'on connaît, mais en plus, peut-être que j'éveillais des choses en tant que jeune jolie fille douloureuses pour eux, je ne sais pas. Ils se vengeaient en tout cas pas mal. Je me sentais pas exister aux yeux de ces personnes que j'admirais. En plus, j'étais vraiment très bien disposée. J'ai toujours été très pro, ça c'est la danse qui me l'a appris. J'avais beaucoup de volonté et une capacité de travail hors norme. Ils auraient pu en profiter de façon beaucoup plus saine et se dire, voilà, essayons autre chose, une prise autrement. Il y avait un regard porté qui était d'abord très superficiel et qui me réduisait beaucoup à une position de quasi d'objet. En plus positif, est-ce qu'il y a un film ou un téléfilm peut-être qui vous a particulièrement touché ou marqué, qui a eu un impact sur vous ? Et il y a eu un film où mon rôle est devenu quasiment inexistant parce que j'ai eu un accident sur ce film et donc j'ai été absente et j'ai même fait quelques jours de coma. Donc c'était sur le film de Werner Herzog qui sont toujours des aventures extraordinaires et j'ai un souvenir très marquant de cette aventure hors norme, de ce personnage qui lui avait de la considération pour tout le monde et d'une relation vraiment avec la nature, avec les forces de la nature et de nous embarquer tous dans cette exploration cinématographique aventurière. Et Herzog était vraiment un personnage qui m'a beaucoup marqué et qui était un des premiers et seuls, on va dire, avec Chabrol, à me
considéré avec respect. Et vous est arrivé quoi sur ce tournage ? Je suis tombée de cheval parce que j'ai voulu éviter de prendre l'hélico parce qu'il y avait des vents qui soufflaient à plus de 100 km/h et qu'on pensait vraiment qu'on allait mourir. On était en Patagonie. Il y avait Donald Sutherland et on se tenait la main en se disant bon, on va mourir puisque les hélicos faisaient des pirouettes quasiment dans l'air. Donc un jour j'ai fini plus tôt, je me suis dit bon, je vais éviter de mourir en hélico, je vais rentrer à cheval et la selle était mal fixée, je suis tombée sur la tête et je me suis retrouvée dans le coma quelques jours. Mais franchement, je garde un excellent souvenir de cette aventure folle. Le cinéma vous a offert de grands rôles, mais à un moment donné, vous choisissez de vous éloigner des plateaux et de vous mettre à l'écriture et à la mise en scène. C'était un rêve de toujours ? Non, je pouvais jamais imaginer là où j'étais et là où j'avais été placée par le regard extérieur. Vous savez, quand on est perçu d'une certaine manière jeune, cette perception contribue à l'idée qu'on se fait de soi-même. C'est compliqué de s'en extraire, donc ça m'a pris beaucoup de temps avant de me dire qu'il était possible que je fasse autre chose. Les rôles ont commencé à devenir de moins en moins intéressants avec l'âge. Ça, c'est une réalité que traversent beaucoup de comédiennes à partir de 40 ans. Ça commence à se réduire un peu les rôles. J'ai pas échappé à la règle, et les rôles devenaient de moins en moins intéressants. Et moi, j'avais envie de me développer. Donc, il y a eu une espèce de dichotomie intérieure, un conflit intérieur vraiment entre une envie de grandir, une nécessité vitale à se développer, et puis les rôles qui se réduisaient comme peau de chagrin. Et donc, j'étais à la mode à un moment, on me voyait un peu partout, en couverture de magazine et tout, et puis après de moins en moins, et puis on passe à une autre actrice, et je me suis retrouvée vraiment à me questionner profondément et de manière existentielle sur la question de la place. Ce sont des questions qu'on peut tous se poser, artistes ou pas d'ailleurs, la question de sa place dans le monde. Je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de chercher quelle était ma singularité. Donc vous vivez ce tunnel plus comme une opportunité que comme une trahison sur un peu. Le moment. J'ai l'impression de passer de l'âge de 18 à 85. Alors que j'ai 40 ans et qu'au contraire, je suis meilleure comédienne qu'avant. Et de sentir les regards se détourner, c'est une douleur. Voir vraiment les personnes tourner le dos physiquement, c'était vraiment extrêmement violent. Donc ça a été d'abord une douleur. Et puis je me suis soignée. Je me suis dit que de se mettre comme ça un peu à la merci du désir de l'autre était une chose malsaine. Ma spécificité, c'était une pluralité dans les disciplines pratiquées. La danse classique, la musicalité qui est en moi et qui est mon socle de vie, le jeu, et puis un goût pour un certain type d'humour plutôt anglo-saxon. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça ? C'est un peu les outils d'une comédie musicale, mais je vais pas faire une énième comédie musicale, je vais pas me mesurer à ça, non. Et j'ai trouvé une forme qui est la mienne et j'ai commencé à écrire, un premier spectacle sans parole, mais très narratif. Je travaille énormément sur le son dans mes spectacles, sur le sound design notamment, ce qui est pas si courant au théâtre, c'est plutôt une technique cinématographique. J'ai co-composé la musique d'Open Space. Et j'arrive à convaincre dans ce spectacle, ce premier spectacle, je mets tout ce qui me compose, tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le comportement humain qui m'a toujours passionné. Et si j'enlève les mots, c'est justement pour mettre le spectateur en condition de mieux observer. Vous enlevez les mots, mais c'est pas un spectacle silencieux, en fait. Non, il parle, mais il parle en borborygme. Et le borborygme, c'est une imitation musicalisée de la parole. C'est ça qu'elle est vraie. Et voilà, et ça crée un décalage, ça fait pas mal rire d'ailleurs. Les acteurs, ils vivent comment ce brief au départ ? Très très bien, parce que d'abord ça met tout le monde au même niveau. Ne plus avoir le support, les béquilles habituelles de la parole, ça met tout le monde, oui, au même niveau. J'ai développé une pédagogie et je fais régulièrement maintenant des stages de formation de comédiens sur cette approche non verbale. Je fais des ellipses en live, donc tout le monde passe en accéléré et physiquement, vocalement, donc ou au ralenti. Ça demande de la pratique. Je veux avoir un panel humain le plus large possible avec des gens gros, des gens minces, des mecs, des vieux, des jeunes. Je veux essayer de varier les couleurs et tout. J'ai développé cette langue qui est la mienne, qui est hybride et qui est faite de toutes mes passions réunies
dans un même endroit. En plus de toutes ces facettes de votre personnalité, vous avez également sorti un album CD et 2 livres, un roman et une biographie. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous raconter ? C'était vraiment une étape clé qui est née d'une rencontre avec un très bon éditeur qui s'appelle Thierry Billard. C'est-à-dire que ça devait germer en moi cette idée de raconter des histoires. Mais bon, j'osais pas. Et puis il y a le complexe d'imposture qui est propre au féminin, beaucoup. Pour le roman ou pour la biographie ? Pour l'écriture. Après, je pense que chaque sujet doit avoir son propre support. Il y a des sujets qui sont faits pour la scène, des sujets qui sont faits pour être lus, ou des sujets pour l'image. Enfin, moi, j'ai pas de limite. Je veux pas m'en donner. De m'autoriser à écrire, mais ça a été un processus. J'ai une scolarité catastrophique. On pense souvent, les enfants, ils s'en foutent de l'école, etc. Non, je pense que ça abîme de pas être bon à l'école. Ça empiète vraiment sur la construction, sur le développement. Et moi, j'ai été très, très complexée. Donc, avant que je m'autorise à écrire, il m'a fallu faire un long travail et me faire violence. Et pendant plus d'1 an, vraiment, je laissais tomber l'écriture, j'oubliais, puis je me relisais en me disant, si c'est pas bien, de toute façon, j'arrête. Et d'ailleurs, le titre est raccord puisque ça s'appelait Personne ne le saura. Et j'en ai parlé à personne pour m'autoriser à me relire et à me dire que si c'était pas bien, ça resterait dans mon ordi. C'était mon endroit, j'allais chez moi. Et ça, c'était vraiment une découverte. Après le roman, c'est la biographie, donc là, ça doit être assez compliqué parce que c'est une forme de mise à nu. Et là, vous dites que vous ne vous aimez pas forcément, que vous avez une estime de vous fragile. Après avoir connu la reconnaissance sur scène avec vos spectacles hybrides, vous n'arrivez toujours pas à penser ces plaies ? Je pense que c'est un ensemble de raisons. Il y a le rapport à l'éducation, il y a la transmission des parents, effectivement, immigrés, qui essayent de pas faire de vagues pour vraiment s'adapter. Puis il y a aussi le contexte social, sociétal, historique, où on a quand même un héritage récent des femmes qui ne sont rien sans les hommes et qui sont pas grand-chose. Et c'est tout récent qu'on ait le droit et l'accès à certaines choses, certains postes. Beaucoup de barrières à franchir avant de s'autoriser. Puis je suis fille d'auteur. Alors avant de se dire autrice, le terme autrice d'ailleurs est tout récent, à tel point que même moi j'ai du mal à le dire. Donc ça a été un défi considérable d'écrire. Et quand j'ai écrit sur mon histoire, c'était justement pour peut-être transmettre à d'autres le goût du mouvement. Pour y avoir d'autres perspectives dans votre carrière, il y a encore un mouvement qui arrive ? J'espère. Raconter des histoires ou donner à voir, c'est une chose qui m'intéresse et peu importe le support. Là, par exemple, je suis en train de réaliser un documentaire sur la pédagogie que je développe dans le cadre de mon rôle d'artiste associé avec le Théâtre de Charenton, le Théâtre des Deux Rives. L'image m'intéresse beaucoup aussi. Je réalise déjà les vidéos qui sont dans mes spectacles, je réalise les captations aussi de mes spectacles. Donc, je pense que je vais m'orienter aussi vers l'image, peu importe le support en fait. Des moments que je vais pouvoir continuer à raconter des histoires, essayer de parler des gens. Quelle est votre définition d'une femme inspirante ? Les femmes inspirantes auxquelles je pense sont des femmes qui ont fait des actes de bravoure en défiant les lois. Justement, il y en a qui vous ont inspiré, précisément ? Françoise Dolto m'a beaucoup appris sur l'humain. Quelqu'un qui a déclenché beaucoup de recherches chez moi et beaucoup de compréhension. Un projet en préparation dont vous pouvez nous parler ? Je prépare donc un prochain spectacle qui va s'appeler Cut. Et on commence les répétitions dans 10 jours. Donc je suis en pleine euphorie et j'ai hâte de rentrer dans le travail. Quel est le moment le plus marquant de votre carrière ? Les instants de reconnaissance, pour moi, sont très importants. On peut être célèbre sans être reconnu. Avoir la reconnaissance du métier en tant qu'autrice, metteuse en scène, notamment avec les prix comme les Molières, quand on crée et qu'on est à la tête de quelque chose, qu'on porte des équipes et tout, on a très peur tout le temps. Et le moment où on vous dit bravo, c'est un moment où tout à coup la peur s'efface quelques instants et ça, c'est un grand soulagement. Je pense que si on devait résumer mes vies, on peut dire quand même que je suis passée globalement de objet à sujet.
Est-ce qu'il y a un échec particulier qui vous revient de votre carrière ? C'est pas juste un événement, un échec. C'est peut-être une période de vie carrément. Moi, j'ai eu une période de vie qui était une succession d'échecs où vraiment je me disais mais je vais plus jamais travailler. J'ai pas fait d'études et tout et on m'appelle plus comme actrice. Je vais disparaître. Enfin, c'était terrible. Il y a des moments où vous avez voulu abandonner. Vous êtes toujours battue. Ah oui. Il y a beaucoup de moments où j'ai voulu abandonner et monter un spectacle aujourd'hui relève d'une prouesse qu'on n'imagine même pas. Tous les directeurs de théâtre sont inquiets, paniqués. J'ai l'impression d'être devenue thérapeute pour directeur de théâtre. C'est très compliqué de garder la foi, même s'il n'y avait pas eu cette question-là très menaçante des subventions qui sautent. Je pense que ça fait partie du jeu, si on peut dire que c'est un jeu, que d'avoir peur au point de se dire qu'il faut arrêter. Quel est votre plus gros défi ? Ne pas renoncer. Et votre prochain Everest ? Le prochain spectacle. Un mantra qui vous guide ? J'en ai un qui est bien. Tout ce qui n'est pas constructif n'est pas à dire. N'ouvrir sa bouche que pour dire des choses constructives. Tout le reste, ça sert à rien. C'est vachement utile. On va revenir un instant sur mon sujet de prédilection qui est l'automobile. Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais en voiture ? Un accessoire, un objet ? La musique, alors là, c'est vraiment un espace pour moi où je peux écouter à fond, je m'éclate musicalement en voiture. Et même si je suis en retard et que les embouteillages sont relous, la musique me fait décoller. C'est un espace de musique pour moi, la voiture. Et justement, quelle est la musique idéale en voiture ? Un truc qui requinque, un bon vieux Earth, Wind and Fire ou bien Omar. Quel est votre meilleur souvenir en voiture ? Je sais pas, c'est un peu mon bureau aussi, la voiture, donc parfois il y a des coups de fil avec des bonnes nouvelles. Au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts ? Bah oui, musique beaucoup, des podcasts, parce que je vais en EHPAD très loin voir ma maman très régulièrement, et donc je me dis tiens, c'est l'occasion d'un podcast. Je découvre les podcasts, mais c'est assez récent. Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, on part en road trip. Mathilda, où est-ce que vous nous emmenez ? J'ai envie d'aller en Écosse, moi, mais c'est un vieux rêve, je vais le faire, Partir en Écosse et me retrouver sur des routes avec des falaises et du verre et des tempêtes et des châteaux et des lacs avec de la fumée, enfin du brouillard. Il y a quelque chose d'un peu mystique qui doit être inspirant. Au revoir Mathilda et merci pour ce moment artistique. Merci à vous. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda.